passer maintenant à la mise en place, si je puis dire, de cette table ronde où nous allons reprendre bien sûr les sujets que vous avez évoqués, Madame. À cette table ronde, nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui à Marseille Monsieur Gérard Bapt, qui est député de Haute-Garonne, membre de la Commission des Affaires sociales au Parlement. Monsieur Laurent Elgauzy, président de l'association Élus Santé publique et Territoire. Madame Françoise Hénault, première vice-présidente de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues. Monsieur Patrick Padovani, qui est adjoint au maire de Marseille et qui est en charge de l'hygiène, de la santé et des personnes handicapées. Madame Lévi Mosiconacci, qui est praticienne spécialiste en médecine et biologie au Centre hospitalier universitaire de Marseille. Elle est également conseillère municipale de Marseille et conseillère communautaire à Marseille-Provence Métropole. Monsieur Gilles Perrol est adjoint au maire de Mouans-Sartoux. Monsieur Jean Simos est également avec nous. Il représente l'Université de Genève et il est responsable du groupe Recherche, Environnement et Santé. Sur le rôle des élus, sur la problématique aussi de l'évaluation dont vous avez parlé, nous allons maintenant débattre. Je vais passer la parole alors dans un format beaucoup plus interactif que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, donc avec évidemment des interpellations et puis aussi tout à l'heure vos questions et votre participation, mesdames et messieurs. Donc Laurent Elgauzy, on va commencer avec vous sur la première question, sur cette place et ce rôle des élus, notamment bien sûr des élus locaux, par rapport à la mise en place de politiques publiques. Et quelquefois, ces élus vont se retrouver coincés avec des aspects peut-être plus institutionnels. Comment, sur l'aspect local, on gère ça et quel est le rôle de votre association? Laurent Elgauzy. Bien, merci de cette invitation. Bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux d'être ici et d'échanger avec vous, décideurs, acteurs, praticiens, associations, je vous ai entendu, sur cette question centrale pour la vie des gens, pour la cohésion sociale, pour l'avenir de nos enfants, que sont ces questions de santé et d'environnement, chercher ensemble des pistes à partir du PNSE, mais peut-être pas seulement, pour réduire les inégalités croissantes et insupportables dans ces deux champs. Alors, je suis chirurgien hospitalier en retraite depuis quelques mois, élu de Nanterre depuis 89, chargé de la santé, la prévention, les personnes handicapées, toxicomanie, aujourd'hui des relations avec l'université. Je suis membre de la CRSA et à propos des élus, je voudrais dire que dans toutes les CRSA, membre de la CRSA Île-de-France, la conférence régionale pour la santé et l'autonomie d'Île-de-France, je veux dire que les élus sont trop souvent absents pour faire entendre la voix des citoyens et contribuer avec tous les acteurs à faire évoluer le système de soins et de santé. C'est pas bon? Plus fort. Pardon. Je suis également président donc, de l'Association nationale des villes pour le développement de la santé publique, Élus Santé publique et Territoire, dont l'objectif est de promouvoir des politiques locales de santé dans un cadre contractualisé avec l'État, les ateliers santé-ville dans un premier temps, et toujours aujourd'hui, mais également les contrats locaux de santé, et pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Aujourd'hui, c'est 65 villes, dont Marseille, Mouans-Sartoux également, pas Vitrolles, en tout cas pas encore. Voilà. L'objectif étant de faire entendre ce que nous faisons dans nos villes, même si ça ne satisfait pas tout le monde, de faire remonter les besoins des populations, y compris ceux que les associations expriment, et plus nous serons nombreux, plus évidemment nous serons entendus. Alors, Élus Santé publique et Territoire organise 2 fois par an une journée nationale d'études. Il y a eu en particulier une sur l'observation locale en santé, ici à Marseille, avec Françoise Gonnet-Escaras, que je salue, juste en face, et puis un gros séminaire national sur les salles de consommation à moindre risque avec Patrick Padovani, que je salue également, donc on a l'habitude de travailler ensemble. Et en 2009, on avait fait une journée à Lille qui s'appelait Santé Développement Durable. On avait eu beaucoup de peine, alors, 2009, à trouver des villes concrètement engagées dans ces questions santé, développement durable, santé environnementale, etc. Georges Cavalier, que vous connaissez tous, je présume, et qui a écrit en 2008, je crois, Ville, santé et développement durable, qui connaît bien ces sujets, nous avait fait l'honneur de la conférence inaugurale. Il y soulignait un certain nombre de points. L'absolue interdépendance de ces deux champs, l'indissociabilité de la promotion de la santé et du développement durable, la ville comme lieu privilégié de ce combat et le caractère incontournable du rôle des élus locaux, l'objectif convergent de la réduction des inégalités sociales de santé et des inégalités environnementales, même combat, la similitude des méthodes, actions territorialisées, transversales, multipartenaires, enfin la démocratie participative comme levier et enjeu majeur de ces politiques. C'était en 2009, oui.
5 ans après, les questions sont exactement les mêmes. Rappelons que c'est quand même le sommet de Rio en 92 qui affirme « Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable, lequel inclut nécessairement la lutte contre la pauvreté et les inégalités ». 92, on n'a pas fini. Rappelons aussi qu'un quart de la morbimortalité est due à l'environnement, soit plusieurs dizaines de milliards d'euros que l'on pourrait économiser. Un mot sur le PNSE 3, qu'on vient de nous exposer, que j'ai lu rapidement il y a 15 jours. Je trouve qu'il reste très scientifique, très écologique et peu environnemental, peu social. Et que les 10 actions immédiates proposées sur bruit, sol, nanomatériaux, perturbateurs, qualité de l'eau, etc., sont des facteurs certes essentiels, qui relèvent de normes techniques à définir et surtout à faire appliquer, mais finalement qui relèvent assez peu de l'action locale pour laquelle je plaide ici. Et même si la quatrième partie insiste sur l'exigence de cohérence, de mobilisation, sur le rôle des élus locaux, puisque, page 88, il dit même « Les villes et les intercommunalités sont légitimes à agir dans tous les champs de la santé environnementale, dès lors qu'ils touchent à la vie quotidienne et à la qualité de vie des habitants. » Malgré ça, je trouve personnellement qu'il y a plus à réfléchir, à mobiliser dans le gros rapport que le Conseil économique et social et environnemental vient de publier sur les inégalités sociales et environnementales, très centré sur la santé, considérée comme la conséquence ultime de toutes les politiques et dont les inégalités sont à la fois injustes et destructrices socialement. Alors si la santé est la résultante ultime de toutes les politiques, si le cadre de vie, et le cadre de vie, c'est pas simplement le bruit, l'air et l'eau, mais c'est également l'accès aux aménités, l'accès aux services, les transports, vous l'avez évoqué, le cadre bâti, l'environnement social, l'environnement culturel, la possibilité de se faire entendre, ou pour le dire autrement, la démocratie, si tout ça c'est l'environnement, eh bien tout ça dépend, en tout cas en grande partie, non pas du ministère, non pas des ARS, mais dépend bien des politiques locales qui sont mises en œuvre par les élus locaux. Et nous plaidons pour que, précisément, ce soit au niveau des collectivités locales que le PRSE, le PNSE, le PRSE, le PRS puissent se mettre en œuvre de manière efficace. Il a été cité les SCOT, les PLU, les PLH, et on pourrait multiplier les sigles que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, peu importe. Tous ces documents d'organisation territoriale, de fabrique ou de mise en œuvre de politiques locales doivent être résolument orientés dès leur conception vers la question de la protection de la santé, en particulier de la protection environnementale. L'urbanisme défavorable, le logement, les transports, l'accès aux services, l'exposition aux nuisances, la faible participation citoyenne, tout cela qui pèse négativement sur la santé relève des politiques locales et pèse particulièrement sur les populations les plus défavorisées ou vulnérables. Et l'on sait aujourd'hui que ces défaveurs handicapantes sont transmissibles aux générations suivantes. Je pense que le concept d'exposome le confirme. Je voudrais également conseiller à tous la lecture de ces cahiers, publiés il y a 2 mois par l'IAU et l'ORS, Territoire incubateur de santé, dans lequel il y a véritablement matière à réfléchir, à comprendre, à trouver des expériences et finalement à agir ensemble. Si donc l'objectif c'est l'amélioration de la santé, si l'on sait que toutes les politiques ont un impact favorable ou pas sur la santé, si l'on admet que la responsabilité des élus est de garantir bien-être de chacun, cohésion sociale et égalité, alors nous devons tous convaincre les élus. J'ai bien compris que c'est ce que vous essayez de faire et que vous aviez le sentiment de ne pas y parvenir. Convaincre les élus de s'engager résolument dans des politiques de santé et d'environnement favorables, ou mieux encore, de mettre l'objectif d'amélioration de la santé dans chacune de leurs politiques. Un mot de conclusion, s'il vous plaît. Voilà. Encore faut-il, on peut conclure là-dessus, encore faut-il que leur rôle, celui des élus locaux, soit mieux défini et leur place garantie dans la gouvernance locale de la santé. Le projet de loi santé ne cite pas une seule fois les élus locaux ni les collectivités locales.
Pas une seule fois, pas plus d'ailleurs que dans l'exposé des motifs. Évidemment, si dans le service territorial de santé au public, dans les contrats territoriaux de santé, les élus locaux ne sont pas associés, évidemment, il ne faudra pas leur demander, il ne faudra pas leur faire de reproches. Et nous plaidons pour une gouvernance partagée avec l'ARS, contractualisée au niveau territorial pertinent. Et le niveau territorial pertinent, c'est un niveau de proximité, c'est un niveau où les gens se connaissent, où les partenaires peuvent interagir, où on peut fabriquer des projets communs. Ce n'est pas un territoire de 800 000 habitants. Et si, évidemment, ça nécessite également des transferts de moyens qui sont modestes, mais qui sont indispensables. Je dirai un mot plus tard, éventuellement, sur la recherche, parce que tout ça doit être éclairé par la recherche. La recherche, elle n'est pas au service de la recherche, elle est au service de la décision publique, elle est au service de la démocratie locale. Et ça aussi, ça se fabrique au niveau de nos territoires. Merci de ces premiers propos, Laurent Algozi. Vous reviendrez bien sûr dans le débat et puis vous avez évidemment fourni quelques pistes à nos discussions pour tout à l'heure. Je voudrais m'adresser maintenant au professeur Jean Simos, donc, qui représente l'Université de Genève. Il est responsable du groupe de recherche environnement et santé. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui mieux aborder la santé publique dans les grands programmes et notamment donc, dans ces programmes d'aménagement du territoire, transport, urbanisme dont on a déjà beaucoup parlé? Jean Simos. Merci beaucoup et bonjour à tous les collègues et amis ici de la région et au-delà. Mon propos, c'est d'apporter des éléments de réponse à travers les nouvelles outils et approches dont nous disposons sur la problématique de ce débat qui est, je rappelle, en lisant ce qu'on a sur les programmes, les collectivités territoriales, de par leurs compétences, disposent de multiples leviers pour créer des environnements plus favorables à la santé, urbanisme, logement, transport, alimentation, etc. Et comment les élus peuvent, à travers des politiques locales, développer des actions en faveur de la santé et de l'environnement et réduire les inégalités de territoire. Alors, pour vous présenter ces nouvelles approches, en l'occurrence les évaluations d'impact sur la santé, il faut que on revienne sur les fondamentaux, comme monsieur avait mentionné tout à l'heure. On va revenir sur les fondamentaux pour montrer que ces nouvelles approches et outils, en fait, puisent leurs sources directement sur ce qui constitue la base de notre approche en matière de santé et environnement. Et vous avez sur les écrans, quelle est cette base? En fait, on revient sur quelque chose qui a été inventé il y a 40 ans déjà avec le rapport sur la santé canadien de Marc Lalonde, qui sont les déterminants de la santé. Alors, vous avez une représentation ici qui est un peu une représentation des plus récentes qu'on utilise, et sur laquelle vous voyez, avec la définition, de droite à gauche, je dirais, dans les ovales, vous avez quelque chose qui ressemble de plus de l'individu vers les systèmes plus généraux. Ce qui est intéressant de voir, au-delà des aspects rouges qui sont une conjonction de ce qu'on a au niveau de l'individu et de la collectivité, c'est ce que vous avez en vert qui sont les milieux de vie. Alors, dans les milieux de vie sont définis et déterminés aussi par ce que vous avez en bleu par la suite, qui sont les systèmes. Dans les systèmes, c'est justement les politiques qui vont être prises et qui vont influencer les conditions des milieux de vie. Et dans ces politiques, ce n'est pas seulement des politiques au niveau national, c'est des politiques aussi qui sont déclinées au niveau régional et local. De la même manière, peut-être pour dire du côté de nos collègues de l'environnement, de la même manière qu'on a un agenda 21 mondial et ensuite c'est décliné par des actions avec des agendas 21 locaux et régionaux, puisque c'est des actions qu'on peut mener de manière beaucoup plus efficace au niveau plus proche des citoyens. Alors, de ces déterminants de la santé, on voit les milieux et les politiques qui relèvent, on revient sur un autre fondamental, merci pour la prochaine diapositive, ce qui est la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, dans laquelle on retrouve, et c'est très intéressant de rappeler quel est le symbolisme du logo de la Charte d'Ottawa, qui est toujours notre base pour la promotion de la santé, dont nous allons fêter l'année prochaine les 30 ans, c'est que vous avez les politiques publiques favorables à la santé, qui est le cercle rouge de la représentation des 5 champs d'activité de la promotion de la santé. Et vous voyez que ce cercle rouge englobe tous les restes et il n'est simplement traversé qu'à par un des champs qui est celui de l'action communautaire.
parce qu'effectivement, le symbolisme, en l'occurrence, c'est de dire les politiques publiques soutiennent tout le reste de ce qu'on fait en matière de promotion de la santé, et simplement, ce n'est pas quelque chose d'immuable, ça évolue dans les temps avec les changements, l'évolution de la société, et sous l'impression aussi, l'impulsion de l'action communautaire. Alors, dans la Charte d'Ottawa, on retrouve ces éléments-là que je vous laisse les lire, je ne vais pas les répéter, sur qu'est-ce qu'est la promotion de la santé par rapport à l'établissement d'une politique publique saine, et que finalement, le but de ces politiques publiques saines, c'est de rendre des soins sains le plus facile, car on sait très bien que c'est beaucoup plus facile, effectivement, de s'évautrer dans les canapés et de regarder un match à la télévision, plutôt que de sortir et faire une activité physique à l'extérieur. Donc, la question de la facilité des choix sains est au cœur de ces politiques publiques saines, qui ne sont pas du domaine de la santé en soi, c'est le domaine de toutes les autres activités, des activités depuis la gouvernance du 19e siècle, fait un silo en fait. Alors, pour ces politiques publiques saines, qu'est-ce qu'on dispose pour pouvoir se dire si c'est correct ou pas? Eh bien, il faut procéder effectivement à l'évaluation. Diapositive suivante. Dans cette évaluation, ça c'est typiquement le cycle l'évaluation où elle peut intervenir dans les cycles de politique publique, et nous voyons que assez tôt dans ce processus, c'est-à-dire avant même la programmation elle-même, c'est-à-dire quelle sera la politique publique dans ses détails, intervient cette EIS, évaluation d'impact sur la santé, qui nous permet de manière anticipée de connaître d'imaginer, de prévoir quels seront les effets de cette politique qu'on retrouve dans la dernière étape, en fait, ce que vous avez à gauche, qui est celle de l'évaluation de l'impact, qui serait une évaluation ex post. Alors donc c'est une évaluation ex ante que nous allons faire et qui est méthodologiquement parfaitement, on utilise la même méthodologie que dans les études d'impact sur l'environnement ou les évaluations environnementales stratégiques. La prochaine diapositive pour la définition de l'évaluation d'impact sur la santé, c'est une combinaison de procédures, de méthodes et d'outils. Donc on a tout, procédures, méthodes et outils, par lesquels une politique, un programme ou un projet, donc on a les trois niveaux, politique, programme, projet, peut être évalué selon ses effets potentiels sur la santé. C'est potentiel parce que c'est une évaluation ex ante, sur la santé de la population. Ces effets peuvent être positifs ou négatifs, et surtout directs ou indirects, ce qui a des conséquences pratiques assez importantes, et la distribution de ces effets au sein de la population, ce qui nous donne effectivement les liens directs avec la question des inégalités. Inégalités en matière d'environnement, inégalités surtout sur les groupes vulnérables de la population. Et aussi, l'évaluation d'impact sur la santé identifie les mesures appropriées, aptes à gérer ces effets, et s'applique donc sur un projet de décision concernant une politique, un programme ou un projet. Et dernière diapositive, s'il vous plaît. Donc, à quoi elle sert cette évaluation d'impact sur la santé? Elle sert donc surtout, c'est un outil de la décision, ça nous permet de prendre des décisions éclairées en tenant compte des externalités sanitaires, puisque c'est en général des décisions qui se prennent dans d'autres politiques que celles de la santé, et qui nous permet effectivement de minimiser les impacts négatifs et de renforcer les effets positifs sur la santé avant que les processus décisionnels ne soient terminés. Deuxième, à quoi ça sert? C'est une meilleure information des décideurs et planificateurs. Et dans cette information, je reprendrai peut-être ce qu'a dit Mme Simeoni ce matin concernant le faire savoir. Les faire savoir pour les plans nationaux ou régionaux de santé et environnement, mais là aussi c'est la même chose avec les évaluations d'impact sur la santé, c'est de faire savoir quels seraient les effets potentiels, les impacts potentiels sur la santé de telle ou telle décision. Ensuite, c'est d'améliorer la transparence du processus décisionnel vis-à-vis du public, car il y a une participation communautaire assez importante dans les évaluations d'impact sur la santé, et notamment dans certains courants en Angleterre notamment, c'est beaucoup plus axé sur la question de la participation communautaire plutôt que de l'utilisation des données probantes, de l'evidence base qu'on a du point de vue de l'état de la littérature. Et dans cette transparence, je mettrai aussi un autre élément, c'est que ça permet aussi, c'est un effet collatéral positif en fait des évaluations d'impact sur la santé, c'est que ça permet des coordinations, des synergies
interministérielle, interdépartementale, interservices en tout cas, donc de casser ces silos dont on a dit que l'administration depuis le 19e siècle, les administrations en général, ont été construites là-dessus. Et finalement, dernier apport important, c'est lutter contre les inégalités en matière de santé, puisque ça nous permet de savoir comment, de manière différenciée, ces effets peuvent impacter sur la santé des populations, des groupes de la population qui sont le plus vulnérables. Je ne l'ai pas rajouté sur cette diapositive, mais je finis avec ça, c'est que vous pouvez trouver plus d'informations concernant les évaluations d'impact sur la santé qui sont un grand boom, je dirais actuellement en France depuis 2013 pratiquement, à différents niveaux. On les retrouve comme des actions pilotes dans plusieurs plans régionaux santé-environnement. On les retrouve au niveau local aussi avec l'action des villes santé, du réseau français des villes santé. On les retrouve aussi au niveau national avec, je pense, la commission interministérielle concernant la santé. C'est quelque chose qui est relié également avec les EIS. Et donc, les informations, vous pouvez les obtenir sur le site qui a été lancé fin novembre du réseau, enfin du Airbus, qui est le réseau Bretagne Urbanisme Santé. C'est très facile à retrouver, vous googlisez RBUS et vous trouvez effectivement toutes les informations nécessaires concernant les EIS, les évaluations d'impact de santé, notamment en lien avec les projets d'urbanisme. C'est une collaboration de l'ARS Bretagne, de Rennes Métropole, la ville de Rennes et notre centre collaborateur EMS pour la ville santé francophone. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean Simos et je voudrais à ce stade de notre débat rappeler que toutes les présentations et les références qui viennent d'être données, vous pourrez les retrouver donc sur le site internet après ce forum. Alors je vais maintenant passer la parole à monsieur le député Gérard Bapt parce que dans les premiers débats, dans les premières questions, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une question sur le bon niveau d'intervention ou de participation de l'élu. Est-ce que c'est au niveau local ou est-ce que c'est au niveau de la représentation nationale que vous représentez aujourd'hui en tant que député à cette tribune pour se saisir à la fois de ces problèmes, des lois bien sûr, là c'est plutôt vous qui les faites bien sûr, mais aussi des aspects plans et de la mise en place de ces plans puisque les questions ont été déjà très clairement posées sur cette implication de l'élu, qu'il soit local ou national dans ces questions. Gérard Bapt. Quelque part, voilà. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. J'avais prévu, mais ça a été très largement déjà évoqué, de parler de l'implication des collectivités locales. C'est ce qui m'avait été donné de manière un petit peu académique comme sujet. Mais je pense qu'à la fois les questions, l'intervention de M. Algozi tout à l'heure, et puis la présentation aussi du PNSE par Mme Fontaine et M. Candia, on fait que, vous avez bien compris que notre projet, lorsqu'on a construit ce PNSE 3, et notamment après cette réunion qui avait eu lieu à Lyon en juin dernier, qui avait réuni l'ensemble des régions autour de la thématique du plan régional de santé environnementale, ce PNSE offre, je crois, une transition d'implication beaucoup plus grande de l'échelon régional et local dans la construction des politiques publiques et dans les actions à mener pour faire en sorte qu'on sorte de ce double élément qui est l'élément national, normatif, législatif, qui est souvent bousculé par, bien entendu aujourd'hui, l'échelon européen. J'en dirai un mot peut-être à propos du bisphénol et des perturbateurs endocriniens. Et puis, l'échelon local. Parfois, il faut peu de moyens pour développer des actions efficaces. Et c'est ça, véritablement, que les élus et puis les associations au plan local doivent rechercher, même s'il y a un certain nombre d'impulsions puissantes qui peuvent être données. Par exemple, lorsque Ségolène Royal accélère le calendrier selon lequel on va aller vers 0 pesticides pour l'entretien des espaces publics, ce qui implique des initiatives locales, notamment en matière de formation, bien entendu, des acteurs.
et nos employés municipaux affectés aux espaces verts, y compris pour la prise en compte de la sélection des espèces végétales en fonction de leur potentiel allergisant. Ça, ce sont des initiatives qui peuvent être prises au plan local et qui peuvent ne rien coûter. De la même façon d'ailleurs, dans les établissements de santé eux-mêmes. Et ça peut même rapporter parfois d'employer moins de substances et de détergents dont on se rend compte qu'elles ont aussi un certain degré, même si c'est moindre que de répandre des substances antiseptiques largues à manu pour le nettoyage. On se rend compte que ça peut faire des économies de budget, mais aussi ça peut agir pour réduire les facteurs d'antibiorésistance. Et ça, au fond, ça se rejoint entre le curatif et le préventif environnemental. Donc, le fait que le PNSE 3 non seulement désigne l'échelon régional et donc local comme un acteur qui doit prendre plus d'importance, mais que dans sa gouvernance aussi, on est en train de voir la façon dont, de manière permanente, les régions qui font vivre ces plans régionaux de santé environnementale. Et je salue au passage d'ailleurs la région PACA, dont j'ai bien noté à Lyon qu'elle était parmi les 2 ou 3 en France à avoir agi le plus tôt pour l'élaboration d'un riche plan régional de santé environnementale. Donc il ne faut pas peut-être tout à fait désespérer des liaisons entre Marseille et Aix-en-Provence, mais il faut s'appuyer aussi sur la mobilisation que vous avez dont vous avez pu faire preuve pour l'élaboration de ce plan régional en région PACA. Ensuite, il faut le faire vivre et le faire passer dans les faits, effectivement. Et la grande problématique est de faire en sorte qu'au plan national, au plan régional ou au plan local, systématiquement, tout désormais projet d'investissement, toute politique publique soit éclairée par une étude d'impact en ce qui concerne la question de la santé. La seconde chose que je voulais dire, c'est que parfois on est aussi très démunis, parce qu'ici, au fond, on se réunit entre convaincus. Alors, les uns sont un peu exaspérés parce que ça ne marche pas assez vite, les autres sont plus conscients des obstacles et des contraintes. Mais on se réunit ici en tant que convaincus et parfois on a à faire face à des événements médiatiques qui vont à l'inverse de ce qui nous réunit en ce qui concerne l'amélioration des conditions d'environnement et des déterminants environnementaux sur la santé de nos concitoyens. Lorsque, par exemple, à grand renfort médiatique, une étude sort en disant « Ah ben voyez, pour tout le cancer, vous savez, 2 fois sur 3, c'est le hasard ». Donc, que vous fumiez ou que vous ne fumiez pas, de toute façon, c'est le hasard pour le cancer du poumon. C'est dur ensuite à remonter et à argumenter sur la question des cancers hormonodépendants, auquel quelqu'un a fait allusion tout à l'heure. Ce qui est une question scientifique complexe. Il y a le livre d'André Cicolella qui est très en pointe là-dessus, mais j'étais présent lors de cette réunion organisée par le RES, le réseau environnement santé. Ça se passait dans une salle au Sénat où le débat entre Agnès Buzyn, la présidente de l'INCa, et André Cicolella est allé véritablement argumenter jusqu'au fond des problèmes, même si peut-être ce n'est pas encore tout à fait réglé aujourd'hui. Mais il y a l'argumentation sur les faits scientifiques, et puis ensuite, malheureusement, il y a parfois un certain nombre d'événements qui viennent bousculer, y compris d'ailleurs l'action de la simple prévention en ce qui concerne la prévention du cancer, ne serait-ce que du cancer du poumon. Donc les déterminants de santé eux-mêmes, ça doit, je pense, faire l'objet toujours de davantage d'attention. Vous souhaitiez nous parler de l'Europe, vous disiez tout à l'heure. Oui, la troisième chose dont je voulais parler, c'était aussi les contraintes européennes et les obstacles que l'on rencontre à ce niveau-là. Et c'est sur le cas particulier des perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, y a-t-il une substance chimique qui ait été plus étudiée depuis des années, aussi fréquemment et sur de multiples aspects, et sur tous les continents, que le bisphénol A? Or,
nous avons en France une loi qui dit qu'à partir du 1er janvier 2015, aucun contenant alimentaire ne doit pouvoir être sur le marché lorsqu'il laisse passer dans le contenu du bisphénol, dont les risques sanitaires sont, semble-t-il, totalement avérés. Et quand on se heurte à un avis de l'Agence européenne qui dit que ces risques ils sont suspectés, que certaines, aujourd'hui encore, certaines phases ne sont pas véritablement éclairées, mais que néanmoins le risque n'est pas si important de la contamination par le bisphénol A dans l'alimentation. Qu'en même temps, néanmoins, on baisse de 50 à 5 nanogrammes par kilo et par jour la dose considérée comme admissible, tolérable, et donc, paraît-il, sans risque. Recommandations donc faites en même temps par l'EFSA, on se dit qu'il y a beaucoup de travail encore à faire pour lutter contre les liens d'intérêt et l'influence de l'industrie, notamment sur cette question-là des contenants alimentaires. Alors à cet égard, quelle est la réaction? Bon, on peut mettre en accusation, bien entendu, les politiques qui ne sont pas assez actifs. Même si au Parlement européen, même si dans les parlements nationaux, certains essaient de l'être le plus possible. Mais là-dessus, il est bien clair que ce sont les éléments venant de la conscience publique, éventuellement l'action des consommateurs, parce que les producteurs, après tout, ils peuvent être sensibles au fait que dans leur marketing, ça peut être intéressant de mettre produits sans bisphénol, plutôt que de rien mettre du tout à partir du moment où le consommateur est mieux informé. Concernant le cas particulier du bisphénol A, et pour terminer, puisque ça m'avait été demandé aussi de dire mon expérience personnelle là-dessus. Moi, j'ai été alerté par le réseau Environnement Santé, qui un jour est venu devant le groupe Santé et Environnement de l'Assemblée que je présidais alors, avec 2 biologistes américains, dont une Anna Soto, et qui est venu exposer ses travaux sur l'exposition des rates gestantes à des doses filées, comme on les rencontre aujourd'hui dans la vie quotidienne, au bisphénol A. Et avec la stupéfaction que les effets sur la glande mammaire, les effets sur le développement cognitif ou du comportemental, hein, puisqu'elle avait dit nous avons maintenant des souris pop-corn. C'était des souris, quand elles avaient été exposées dans la gestation, elles sautaient partout. Ces éléments-là, qui renvoient aujourd'hui néanmoins aux troubles du développement cognitif, aux troubles de l'attention, aux troubles d'hyperactivité, voire même, comme une étude américaine l'a montré récemment, au fait que si vous avez votre grossesse à 1, 2 ou 3 km de zone d'épandage de pesticides, eh bien vous avez des indices significatifs de variation, de troubles du développement cognitif, y compris allant jusqu'à certaines formes d'autisme. Donc, bien entendu, il y a des scientifiques qui, à l'époque, disaient au service de l'industrie « Ah, mais le rat, c'est pas l'homme. » Et oui, mais plus on va, plus ces troubles-là sont avérés, sont manifestes. Et lorsqu'on se retrouve face à des décisions de ce type-là, ben c'est bien clair qu'il faut dénoncer, il faut réclamer plus de transparence, et il faut réclamer que l'ensemble des travaux académiques, fussent-ils même ne pas répondre à certaines exigences qui sont en cours d'être revues au niveau de l'OCDE, soient prises en considération. Voilà, ça c'est un combat aujourd'hui, donc sur l'affaire de question du bisphénol A qui n'est pas terminée, et sur laquelle à la fois les consommateurs, les citoyens, les associations doivent aider les décideurs au plan nationaux et européens qui se battent sur ces thèmes-là. Merci beaucoup, monsieur le député. Et merci donc d'avoir abordé déjà certains cas concrets que nous allons certainement reprendre dans le débat. Je vais maintenant m'adresser à monsieur Patrick Padovani, donc adjoint au maire de Marseille. Marseille, 850 000 personnes. Marseille, un territoire gigantesque, 2 fois la commune de Paris en superficie, donc des problèmes environnementaux, des problèmes d'urbanisme. Quel est aujourd'hui le pouvoir du maire sur ces questions? Peut-être aussi d'ailleurs par rapport aux différentes répartitions des tâches, avec les différentes strates. On a parlé tout à l'heure de la réforme territoriale. Comment articulez-vous tout cela, notamment par exemple, on peut parler des plans climat, et quelle est votre action et quels sont vos moyens d'action, voire vos moyens de coercition aujourd'hui?
Alors merci de nous avoir invités à cette tribune et donc nous allons rentrer, si je puis dire, dans le concret, puisque on va essayer de vous montrer comment une ville comme Marseille s'empare un petit peu du plan national santé environnement, comment elle peut s'inscrire là-dedans. Bon. Parler de santé aujourd'hui, c'est délicat et dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, quand on sort d'une semaine de grève d'enlèvement des ordures ménagères, donc le contexte effectivement est un peu délicat. Donc comment s'inscrire sur diapositive déjà, première chose, voilà. Comment s'inscrire dans nos politiques, dans les politiques globales? Eh bien, vous le voyez, c'est d'abord et avant tout respecter les chartes et les obligations qui nous sont non pas imposées, mais contractualisées. Donc, sur la charte d'Ottawa, on est complètement dans les exigences d'une ville, puisque la santé, c'est quand même un certain nombre de conditions et de ressources préalables dans lesquelles l'individu doit trouver sa place. C'est se loger, c'est accéder à l'éducation, se nourrir convenablement, disposer d'un certain revenu, bénéficier d'un écosystème stable, avoir droit à la justice sociale et un traitement équitable, et compter sur un apport durable de ressources. C'est donc toutes des actions dans lesquelles les municipalités sont effectivement engagées à tous les niveaux. Donc, quel est pour nous, au niveau santé, diapositive suivante, s'il vous plaît, donc, quelle est pour nous aujourd'hui la possibilité de s'inscrire dans tous ces plans? Eh bien, nous devons tenir compte à la fois de l'environnement régional et national, comme vous pouvez le voir sur la diapositive qui est là, environnement physique, bien sûr, environnement économique et environnement social. Au niveau de cet espace d'environnement de région et national, existe bien sûr donc l'environnement municipal. Nous devons nous engager au niveau des encadrements physiques, de l'encadrement physique et de l'environnement physique dans le cadre de la gestion de l'eau, dans le cadre de la gestion des déchets. Je viens de vous en évoquer un exemple. Dans le cadre de la qualité de l'air. Dans le cadre de l'environnement économique, eh bien, c'est aussi définir un profil économique de la ville, un profil industriel qui soit à la fois en compatibilité avec la présence d'habitants sur le secteur et avec des contraintes aussi d'environnement, et un degré d'insertion dans l'économie régionale qu'il nous faut effectivement développer aussi. Et l'environnement local, puisque à ce niveau, décliner une politique, c'est la décliner au niveau d'un quartier. Et la décliner au niveau d'un quartier, c'est faire référence au bâti, s'occuper des réseaux des rues, avoir une emprise sur les espaces verts et sur les nuisances sonores notamment. Par quel levier l'action communale peut-elle se faire? Diapositive suivante. Eh bien, tout d'abord, au niveau du contrat local de santé, version numéro 2, que la ville de Marseille a établi, en relation avec l'ARS et avec le Conseil général. Donc, dans ce plan, quelles sont les thématiques qui rentrent dans santé-environnement? Eh bien, la plupart, mais notamment deux axes forts, qui est la prise en charge de l'enfance et de l'adolescence dans les champs de la nutrition, de l'activité physique et de la prise en charge des addictions. Comme l'a dit mon ami Laurent à côté, c'est une thématique sur laquelle nous travaillons depuis très longtemps. Donc, comment le faire? Eh bien, en poursuivant effectivement l'ensemble des plans qui nous sont apportés, c'est-à-dire rentrer dans le plan nutrition, rentrer dans le plan des actions dans le milieu scolaire et dans le COPIL régional de nutrition et obésité. Mettre en place des activités physiques. Et Dieu sait si c'est une prérogative qui naît de plus en plus, puisque nous allons avoir la chance d'être bientôt capitale européenne du sport, et donc le sport et la santé sont une des décisions sur lesquelles nous avons orienté aujourd'hui l'ensemble des politiques municipales.
Donc, continuer à avoir des espaces dans lesquels la démarche, la marche est activée et maintenir une corrélation entre nutrition et activité physique. Une des deuxièmes thématiques qui est en charge dans ce contrat local de santé, c'est la thématique du logement et la thématique du maintien des personnes âgées et du vieillissement, donc dans des espaces qui leur sont dédiés, dans des espaces qui sont leurs espaces de vie traditionnels. Et donc il faut à ce niveau accompagner à la fois les dispositifs des personnes en situation souvent de handicap et de perte d'autonomie, et donc faire référence aussi à ce niveau à souvent l'éradication de l'habitat indigne, puisque ces personnes généralement âgées occupent des logements qui sont souvent dans des situations de précarité environnementale. Ce contrat local de santé, nous l'avons construit autour d'une approche faite par nous avons commandé au niveau de l'Office régional de la santé, et nous avons déterminé Marseille Observation Santé. C'est un outil cartographique au service des professionnels du domaine du champ social, du champ sanitaire, et qui est un indicateur qui montre pathologie par pathologie la typologie des marqueurs épidémiologiques classiques, des données environnementales, des données économiques. Et ce MOS que nous avons, comme ça nous l'avons appelé, Marseille Observation Santé, se présente comme un véritable dispositif de statistique territoriale et probablement aussi de développement de stratégie territoriale. Il est accompagné dans cette évolution d'accompagnement stratégique par le dispositif des ateliers santé-ville, que nous soutenons de toute façon avec beaucoup de détermination, et qui s'inscrivent complètement dans les diagnostics de ce contrat local de santé, et qui font monter en puissance les actions de terrain qu'il faut répertorier, et notamment quelques actions au niveau de la pollution antivectorielle, comme des actions récentes que nous avons eu à faire dans le cadre de capitale européenne de la culture, ou au niveau de l'hôtellerie, eh bien, nous avons reçu pour ça un label. Nous avons été très pertinents sur cette action des punaises de lit. Ça paraît peut-être paradoxal et peu évident au niveau de l'ensemble des données environnementales. Il y a sûrement plus important que ça, mais c'est une stratégie relativement importante à souligner, parce que c'est une contamination et une forme épidémique assez importante. Donc rentrer effectivement pour nous aussi dans les fiches du plan climat territorial, et accompagner effectivement toutes ces opérations avec le suivi de 5 ateliers santé-ville qui sont, on l'a dit, dans ces thématiques-là, et notamment, je l'ai oublié de le citer, une spécificité particulière qui est un atelier santé-ville en santé mentale qui couvre l'ensemble du territoire marseillais. Donc, pour développer ces actions, eh bien, il faut aussi les contractualiser avec la population. Et donc, des chartes ont été établies, en particulier dans le domaine des espaces verts, de façon à pouvoir contractualiser sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, donc les jardins, qu'ils soient des jardins thérapeutiques ou qu'ils soient des jardins personnels ou bien des jardins de développement socio-économique. Donc là, un plan a été construit avec les acteurs pour éviter la dépense trop importante d'eau, pour éviter effectivement et surveiller l'utilisation des pesticides, et pour entrer complètement aussi, quelquefois dans les domaines allergiques où les gens utilisent des essences qui ne sont pas compatibles avec l'environnement. Dans le plan climat-énergie, eh bien, nous sommes rentrés dans nous sommes dans le plan canicule, nous sommes donc dans cette pollution antivectorielle qu'on a évoquée, donc d'une part au niveau des punaises de lit, d'autre part au niveau d'un espace aussi préoccupant sur aujourd'hui la ville de Marseille, qui est la présence de ce fameux moustique tigre qui est très adapté maintenant à l'équilibre urbanistique, et c'est un moustique qui reste vraiment dans le côté très ville, et sur lequel aujourd'hui une action est menée à travers toutes les politiques intersectorielles de la ville
pour trouver un plan d'action qui va nous permettre d'éradiquer, tout au moins de diminuer le développement de ce moustique. Comment continuer l'action au niveau des services de santé publique et des handicaps? Eh bien, cette politique, elle s'appuie sur des textes bien référencés, qui sont effectivement la police spéciale du préfet en matière d'insalubrité, la police générale du maire et la police spéciale du maire en matière de déchets. Et donc, il nous convient aussi, à travers tous ces axes, de rentrer dans le traitement des nuisances sonores, dans le traitement de la lutte contre la radiation d'habitats indignes, comme je l'ai signalé, et de la lutte de la qualité des eaux, et en particulier la qualité des eaux de baignade. Bon, il faut savoir qu'au niveau de la prise en charge des nuisances sonores, un comité technique de nuisances sonores est instauré à Marseille. Il a effectivement comme champ d'activité de répondre aux demandes de la population, mais aussi pour nous, acteurs économiques de la ville, de trouver un équilibre entre comment une ville peut rester attractive au niveau de sa culture, au niveau de l'espace ludique qu'il faut créer, et comment, quelque part, il faut aussi que ceux qui subissent plutôt que ceux qui soient acteurs de ces espaces-là soient aussi écoutés. Donc là, des plans techniques ont été mis en jeu et on a aujourd'hui essayé de sectoriser espace par espace quelles sont les contraintes et les cahiers des charges adaptés en fonction des espaces ludiques qui veulent se développer. Monsieur Padovani, on ne va pas pouvoir tout détailler, mais ce sont des exemples qui montrent bien quelles sont à la fois les limites et les possibilités de l'action de l'élu local. Un petit mot de conclusion pour votre première intervention. Juste un petit mot sur quelque chose qui est important, c'est-à-dire sur les eaux de baignade. Marseille est une ville balnéaire, nous avons 21 plages, et ces 21 plages ont la particularité d'être en plein milieu urbain, donc la difficulté de produire constamment une eau de qualité, c'est aussi un engagement de la municipalité et c'est aussi un engagement sur lequel nous effectuons chaque année de mai à septembre des prélèvements qui sont journaliers et sur lesquels nous donnons la qualité des eaux de baignade au fur et à mesure tous les jours, avec, il faut le dire, une ouverture de plage qui avoisine les 98,2% chaque année. Merci. Donc, en termes de conclusion, vous dire que pour une municipalité qui prend en charge aujourd'hui ces problématiques, avec beaucoup de problèmes émergents qui remontent à peu d'années, et la difficulté pour nous, c'est de s'inscrire dans une intersectorialité à la fois dans la ville elle-même et puis dans l'ensemble du département ou de la région, de façon à ce que nous ayons ensemble, et ça a été dit souvent, une action combinée parce que c'est l'affaire des municipalités, certes, mais c'est aussi l'affaire de tous les élus ensemble. Merci beaucoup, Patrick Padovani. Alors, on a évoqué les spécificités des communes. On va parler de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues avec sa première vice-présidente, Madame Françoise Hainaut. La spécificité de votre territoire, c'est évidemment un territoire très industriel, avec des problématiques de pollution, avec des problématiques de santé-environnement, que vous avez inscrit dans le cadre donc du contrat local de santé. Pourquoi, comment est-ce que vous pouvez nous faire part de votre témoignage ? Merci. En effet, alors Martigues, c'est une ville dans un territoire industriel. C'est pas que ça, hein, c'est aussi une ville balnéaire et touristique, une ville d'art et d'histoire. Non, mais c'est important parce que finalement, on a su préserver beaucoup d'espaces verts remarquables, Natura 2000, etc. Mais effectivement, c'est aussi le territoire de l'Ouest étang de Berre et de l'implantation de l'industrie, notamment de l'industrie pétrochimique. Et en fait, ça a été notre mode d'entrée, la ville de Martigues pour commencer, et puis la communauté d'agglomération depuis peu, dans le domaine proprement dit de la santé, en dehors de tout ce qui est tout ce qui constitue les fonctions de la ville. Effectivement, on a créé le tout à l'égout aussi. Enfin, voilà, et on s'occupe des logements insalubres. Mais proprement sur les questions de santé, notre mode d'entrée est la création de l'Observatoire communal de la santé et c'est fait sur ces questions de santé-environnement. Dans un territoire donc
impactés fortement par l'industrie et avec des acteurs de terrain qui se sont beaucoup mobilisés autour de ces questions de santé et d'environnement, notamment à l'époque, notre observatoire communal de la santé a été créé en 92, je crois. À l'époque, les centres de santé mutualistes, les syndicalistes, le mouvement social dans son ensemble s'était mobilisé sur les questions de santé au travail notamment, et se poser la question du relais citoyen. Et je pense que le rôle de l'élu local et la légitimité du maire dans cette question, c'est la démocratie. La démocratie participative, c'est la restitution aussi aux citoyens des risques auxquels ils sont exposés, des moyens qu'on va pouvoir ensemble créer pour lutter et pour corriger ces inégalités et ces expositions. Ça a été donc créé comme ça. À partir de l'Observatoire communal de la santé a été créé pour faire diffuser les cartes, la cartographie des risques, savoir où ça se trouvait et comment ensemble on pouvait s'en débarrasser. Il a été question d'ailleurs tout à l'heure de pathologies qu'on pouvait, non transmissibles et sur lesquelles on pouvait lutter. Dans la santé de travail, on peut même parler de maladies éliminables. Et on ne le fait pas assez. Voilà, donc on est parti comme ça. Ensuite, le service s'est étoffé. Je fais un peu d'histoire parce que pour voir un peu comment une ville peut rentrer, parce que le sanitaire, c'est pas la compétence du maire. Seulement la santé au sens large, oui. Et puis surtout, là où on est vraiment légitime, c'est dans la gouvernance de ce débat démocratique. Et je reviendrai là-dessus sur l'échelle du territoire qui est pertinente. Pertinent, oui, tout à fait. On a créé ensuite, et on a profité des emplois jeunes et des nouveaux métiers pour créer un poste de liaison avec le tissu des professionnels locaux, un visiteur médical, mais pas pour vendre des médicaments, mais pour rencontrer les médecins et faire le lien justement entre les connaissances qu'on avait du tissu et puis les professionnels de santé sur le terrain qui sont face aux patients. Et on a créé comme ça, en 2000, le journal Médecins à Martigues, qui est devenu depuis Médecins en Pays de Martigues avec la communauté d'agglomération et qui est soutenu dans le cadre du plan régional santé-environnement 2. Voilà, donc là-dessus, on a commencé à travailler et à se dire que puisqu'on pouvait travailler sur ces questions de santé au travail à partir de l'expertise des travailleurs, de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils savent des postes à risque. Et c'est toute la beauté d'un groupe de travail et de professionnels de terrain qui se sont créés en association là, depuis la PCME, qu'on verra peut-être cet après-midi, je crois qu'ils doivent avoir un trophée, de travailler à partir de ça, de ces experts bruts. Et on s'est dit que finalement, cette expertise des salariés, elle existe aussi dans la population sur ce qu'ils ressentent comme exposition, sur à quoi ils sont exposés dans l'air, par le bruit, en tout cas les questions qui se posent sur leur santé. C'est comme ça qu'on a adhéré au dispositif des ateliers santé-ville, dans le nôtre, en tout cas, si on retrouve toutes les thématiques qui se sont retrouvées nationalement sur la souffrance psychique, sur les problèmes d'accès aux soins, ou nutrition, le sport, etc., les personnes âgées, handicapées, se trouvait aussi une partie sur la santé, environnement et surtout la santé au travail. Et quel est votre sentiment en matière de restitution et en matière d'évaluation, puisque vous avez donc cette expérience, et on a beaucoup parlé tout à l'heure avec le professeur de cette notion un petit peu aujourd'hui d'évaluation. Vous en êtes où à Martigues à ce sujet-là? D'évaluation. On s'aperçoit qu'en travaillant, notamment pour ce qui est de la santé au travail et grâce aux groupes qui sont constitués, qui se sont développés, qui font participer beaucoup d'acteurs, je crois vraiment que la question, et c'est là notre légitimité, c'est la démocratie participative, c'est de veiller à ce que tous les acteurs soient présents, et la légitimité de la ville aussi, ou de la communauté d'agglo, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas juste à un endroit parce qu'il y a une association qui fait sur son précaré, mais que ça intéresse vraiment tout l'ensemble des citoyens. On s'aperçoit qu'en travaillant comme ça, on a plus de maladies professionnelles déclarées, et on peut travailler à connaître précisément les postes à risque et à essayer de les assainir, et ce travail fait avec les industriels, ce qui n'est pas facile, et effectivement il y a du lobbying, effectivement il y a des forces contraires dans ces questions.
Il y a une notion de proximité, vous vouliez dire un mot, je crois, de la notion de territoire pertinent ou de... Tout à fait. Merci. Oui, la communauté d'agglomération, c'est 70 000 habitants. C'est 3 villes côte à côte qui font vraiment un bassin de vie et de travail aussi cohérent, à une échelle où on peut connaître tout le monde. Et on connaît, déjà par les outils qu'on s'est donnés, on connaît tous les professionnels de santé, mais pas que de santé. On travaille aussi avec les associations de terrain, avec les syndicats, avec les médecins du travail, avec tout le monde. Et on a une échelle où on peut faire une communauté, où on peut travailler et se connaître. Sur le contrat local de santé, on a pu travailler avec plus de 70 personnes qui se sont investies dans des groupes où ils se sont réunis le soir, dans la journée, plusieurs fois. On a fait des restitutions publiques, on a interrogé les habitants. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse le faire au niveau de la métropole. Il y a des questions qui concernent la métropole. L'organisation des transports, oui, l'économie, oui, il y a tout un tas de choses. Mais la vie locale et la connaissance qu'on a de façon très précise et qu'on s'est aperçu, d'ailleurs au début, quand on a commencé à travailler, alors c'était pas encore l'ARS, c'était la DAS à l'époque, que finalement, vu de Marseille, il y avait une vision qui n'était pas juste, y compris de nos ressources, et y compris de l'organisation. Donc, on en a la maîtrise. Et c'est vrai que le contrat local de santé, qu'est-ce qu'il permet? Il permet un copilotage local. Alors, bien sûr, c'est la santé. Moi, je ne pense pas que la ville et la communauté, c'est la vocation de l'ARS. Enfin, ça ne pose aucun problème. Mais par contre, le copilotage, c'est-à-dire de veiller à la cohérence de ce qui est organisé, d'être là le porte-parole des manques. Et c'est comme ça qu'on a construit avec un diagnostic partagé. Et je pense même que pour l'ARS, c'était aussi une nouveauté de travailler de façon transversale à l'échelle d'un territoire. Voilà, ces questions-là sont vraiment importantes. Et la métropole, je ne crois pas qu'elle ait été construite pour plus de démocratie. Elle est prévue pour d'autres choses, mais pas pour plus de démocratie. Et là, on a vraiment besoin de démocratie. Merci de votre intervention, Madame. Alors, je vais m'adresser maintenant à Monsieur l'adjoint au maire de Mouans-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes, Monsieur Gilles Pérol. Avec vous, on va évoquer l'action, évidemment, de la commune, généralement sur l'urbanisme, sur les transports, et peut-être aussi sur des choses qu'on a relativement peu évoquées depuis le début de cette matinée, sur l'alimentation, sur les achats pour les cantines scolaires, sur ce que mangent les enfants, enfin voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire comment aujourd'hui une municipalité peut agir sur ces thématiques-là, qui sont très liées, évidemment, à la problématique santé-environnement? Oui, merci. Donc effectivement, c'est avec grand plaisir qu'on a vu que l'alimentation intégrait ce PNSE 3. Nous, c'est un enjeu que l'on a identifié depuis de nombreuses années. On a commencé à travailler l'alimentation par le plan national nutrition santé. On évoquait ce matin la relation entre les différents plans nationaux, et effectivement, nous, si le PNNS nous semblait intéressant en termes d'équilibre alimentaire, on a très vite identifié que si on mangeait plus de fruits et légumes chaque jour, si on mangeait des céréales plus complètes, etc., on avait aussi, nous, envie d'aller vers des aliments plus sains. Et donc vers de l'alimentation bio, parce que à force de manger des pesticides trop souvent, on commence à voir que on a quelques soucis qui arrivent. Et peut-être que on se questionnait tout à l'heure sur l'action des collectivités. Je pense qu'il y a un gros enjeu d'information, de formation, comme on a évoqué tout à l'heure. Et c'est vrai que sur Mouans-Sartoux, on a la chance d'avoir Andreas Chieri comme maire. Il a créé l'AFSET, il travaille à l'ANSES. Et c'est vrai qu'on a eu un niveau d'information et de sensibilisation extrêmement élevé. Et on l'a très rapidement intégré dans nos actions. C'est-à-dire qu'on a cette lecture dans toutes les actions que l'on met en œuvre, des enjeux de santé-environnement. Donc, on a souhaité développer une alimentation scolaire bio. La commune est 100% bio dans ses cantines depuis le 1er janvier 2012, à coût constant, parce que là aussi,
je pense que les collectivités doivent pouvoir travailler dans les contraintes actuelles à des actions qualitatives, mais également économes. Et on a montré qu'on pouvait avoir une alimentation de qualité à coût constant, notamment en ne jetant pas, par exemple, un tiers de la production, puisqu'on sait que c'est ce qui se passe dans toutes les cantines scolaires, où un tiers de la production va à la poubelle. Nous, on a diminué de 82% le poids de nos poubelles, et l'argent économisé, on l'a mis sur la qualité. Ce qui est intéressant, c'est que donc on a voulu être exemplaire dans ce qu'on donnait à manger à nos élèves, mais ça nous a permis d'aller plus loin. On a créé un observatoire de la restauration scolaire et on a fait une enquête après auprès des familles et on s'est aperçu que 66% des familles avaient modifié leurs pratiques alimentaires personnelles suite aux actions de la commune, modifiées en termes d'équilibre alimentaire, modifiées en termes d'achat de proximité, modifiées en termes de produits de saison, d'équilibre entre le repas de midi et le repas du soir, etc. On a fait une enquête assez pointue. Il y a des choses extrêmement intéressantes qui sont sorties. Donc on voit que au-delà de bien nourrir les enfants à midi, on a pu faire évoluer les pratiques personnelles des familles. Et je pense qu'en termes d'enjeux de santé, c'est extrêmement important. Et on sait aussi, on évoquait tout à l'heure les documents d'urbanisme. Et effectivement, de travailler sur une restauration scolaire bio que l'on voulait de proximité, on n'a pas pu faire l'économie de travailler sur le PLU. Montsartou, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est dans les Alpes-Maritimes, entre Cannes et Grasse, sur un territoire extrêmement contraint, d'abord géographiquement, coincé entre la mer et les montagnes, et avec des enjeux et une spéculation foncière extrêmement importants. Et ceci dit, nous avons décidé sur la commune de faire notre plan local d'urbanisme en l'adossant à l'agenda 21. C'est-à-dire qu'on a commencé par l'agenda 21 qui a identifié les enjeux de développement durable et le PLU en était la déclinaison en termes de réglementation d'urbanisme. C'est pour ça que sur ce territoire, nous avons, donc le PLU date d'octobre 2012, nous avons triplé les surfaces agricoles sur notre territoire, le classement des surfaces agricoles. Alors évidemment, on ne s'est pas fait que des amis. Il y a des gens qui espéraient bien que leur terrain reste constructible ou que des zones vertes deviennent constructibles. Ben non, elles sont devenues agricoles. Et c'est aussi un enjeu d'autonomie. Nous, on vise l'autonomie de production agricole, l'autonomie alimentaire sur notre territoire, puisque si on le lie aux enjeux de la qualité de l'air, on voit bien que de plus en plus, on fait la moyenne d'un aliment qui arrive dans notre assiette fait 3000 km. Je crois que c'est suffisamment parlant pour voir qu'il y a des pratiques à changer et la collectivité, à travers ces documents d'urbanisme, peut le faire. Voilà, j'ai essayé de... Je ne vais pas être très long parce que j'ai vu que le temps tournait, mais ce que je voulais montrer, c'est que si l'on est convaincu des enjeux de santé-environnement, effectivement, une collectivité locale a beaucoup de manettes pour mettre en place des politiques. J'ai parlé de l'alimentation, j'aurais pu parler des déplacements. Alors c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. On a eu la chance d'être reconnu capitale de la biodiversité 2015 pour les villes de moins de 20 000 habitants, donc c'est une certaine reconnaissance. Mais au-delà, c'est aussi montrer que c'est possible. Et c'est possible avec des budgets qui ne sont pas extrêmement forts, parce que moi, mon inquiétude,
Je pense que tous les élus qui sont là travaillent en ce moment sur leur budget. Et c'est vrai que conserver des actions autour de la santé dans ces collectivités, en ce moment, c'est pas facile. Hein, et pourtant, je rejoins ce que monsieur a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que investir sur la prévention, investir sur des actions qui seront bénéfiques pour la santé des citoyens de nos collectivités, ça me paraît le meilleur des choix et le meilleur engagement qu'on puisse avoir. Donc, effectivement, la santé n'est pas la compétence de base d'une collectivité. Mais en fait, à travers toutes nos actions, au quotidien, on a des actes qui rejaillissent sur la santé de nos citoyens. Je n'ai pas parlé de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments, mais enfin, il y a des tas de dossiers que l'on peut travailler et avoir cette vigilance, cette information, cette vigilance. Et peut-être un petit truc. Alors, on est une petite ville, nous, hein, donc c'est plus facile, mais on n'a pas de délégation et on n'a pas de chargé de mission de développement durable sur notre collectivité. C'est la mission de chacun. Et peut-être qu'aussi de faire entrer dans les consciences de l'ensemble de notre personnel que tout acte a un enjeu en termes de développement durable et de santé environnement, c'est peut-être la base du travail. Merci Gilles Perrol. On va terminer cette série d'interventions à la tribune par Madame Lévi Mosinocacci qui va nous parler d'un projet qui est celui de la création d'un département hospitalo-universitaire donc à Marseille sur santé, environnement, reproduction, femmes et enfants. Mais peut-être avant un mot Madame, puisque vous êtes aussi une élue locale sur ces problématiques dont on a beaucoup discuté de façon transversale ce matin, qui sont en effet la bonne jauge, le bon échelon pour s'occuper de ces questions. Et puis peut-être le lien entre les élus et le monde de la recherche également. Je vous remercie. Je remercie bien sûr très vivement l'ARS et le Conseil régional de m'avoir permis de siéger aujourd'hui à cette table ronde. Donc je vais d'abord vous parler un petit peu de cette nouvelle casquette que j'ai depuis mars 2014, puisque je suis conseillère municipale et communautaire. Et finalement, depuis quelques mois, j'ai calculé 9 mois, le temps d'une gestation, je peux donner rapidement l'impression de ce qu'est vie ma vie d'une élue sur le terrain, une élue de l'opposition, donc qui n'a pas de délégation, mais qui a souhaité sortir de son laboratoire, de son hôpital, de son laboratoire de recherche, pour aller vers les citoyens et pouvoir les aider dans la ville où ils vivent, une ville que j'aime énormément, puisque je suis moi-même venue à l'âge de 17 ans pour faire mes études de médecine dans cette ville de Marseille, et c'est un peu aussi lui rendre hommage de m'avoir reçu à l'âge de 17 ans, qu'aujourd'hui je peux lui rendre en m'engageant auprès des citoyens de cette ville en tant qu'élu municipal et également élu communautaire, qui me donne une vision un peu plus large de ce que peut apporter un élu dans un territoire. Alors, je repars de ma vie d'élu très rapidement, puisque c'est elle qui m'a amené à me positionner sur des problématiques de santé-environnement. On aurait pu penser que c'était le contraire, que c'était ma vie de médecin généticien dans un centre pluridisciplinaire de médecine fétale. Donc, vraiment, je dirais, les mains dans le cambouis, dans ce que c'est que le développement, la reproduction, et justement ce qu'on appelle cette fenêtre de vulnérabilité, puisque la femme enceinte, l'enfant, la périnatalité est vraiment au cœur de ma préoccupation, puisque j'en ai fait mon métier. Mais c'est vraiment la rencontre avec les citoyens qui m'a amené à m'occuper de ces problématiques de santé-environnement, et je me suis rendu compte, en parlant, en discutant avec les citoyens, comme avec les collectifs qui se mettent en place pour défendre la santé, l'environnement sur leur territoire, et je reprends un petit peu l'expression qui a été, oui, c'est avant tout dans les quartiers que les éléments se passent, avec les collectifs, avec les associations, et j'ai pu me rendre compte à quel point parler de santé, parler d'environnement était de l'ordre d'un parcours de combattant lorsqu'on était citoyen lambda. Et les associations font un travail énorme, et je remercie là vraiment les associations, les collectifs dans le secteur où je suis. C'est
pour les gens qui ne connaissent pas, je suis élue du secteur des quartiers sud de Marseille pour avoir un point d'ancrage qui est devenu un point national maintenant, c'est le parc national des Calanques et tout l'environnement qui est dans ce secteur notamment. Et dans ce secteur, il y a Marseille n'est pas connue pour avoir un passé industriel, mais suffisamment pour poser aujourd'hui la problématique des friches des anciennes usines, et notamment dans ce secteur, il y avait une ancienne usine, et bien sûr, le devenir de cette usine, comme beaucoup d'endroits en France, pose un problème, notamment de la pollution des sols et de la dépollution de ces sols. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée un petit peu dans le monde de la santé et de l'environnement, et on m'a parlé de cadmium, de métaux lourds, d'arsenic, et bien sûr, tout ça, pour moi qui suis d'abord médecin généticien, ça m'a interpellée, puisqu'il était question là de problématiques d'urbanisation, de projets immobiliers, de dépollution, savoir si elle était bien faite, pas bien faite, etc. etc. Et là, c'était vraiment dans mon rôle d'élu, et bien évidemment, je me suis, en tant qu'élu, bien sûr, peut-être aussi parce que je suis hospitalo-universitaire, je dis d'abord, voyons les dossiers, reprenons les éléments de ce dossier. Et je me suis rendu compte, en tant qu'élu, la difficulté d'accéder aux informations. Et ça aussi, je crois, pour en avoir mis la main à la pâte, il est difficile d'avoir, lorsqu'on est élu et que l'on veut faire bien son travail, d'avoir une accessibilité sur la totalité des informations. Et je crois que là aussi, dans le cas du PNSE, il est important, et je sais aussi que c'est un élément important, il faut avoir de la lisibilité, de la transparence, pour qu'un élu puisse faire bien son travail, il puisse y avoir accessibilité des données. Et puis, je me suis rendu compte finalement que, même si j'étais un petit peu expert dans certains domaines, pour pouvoir donner un avis, il fallait aussi pouvoir faire appel à des experts. Et c'est là où, bien sûr, des experts, il y en avait, mais il était difficile de tous les rencontrer, de tous les réunir et d'avoir cette compétence mutualisée, d'autant plus qu'aujourd'hui, par exemple, pour mener à bien un projet immobilier qui est signé par la ville sur un terrain qui pose des problèmes, puisque un terrain pollué depuis le XVIIIe siècle, ce n'est pas quelque chose de récent, lorsque je me suis amusé et à regarder comment c'était traité dans d'autres villes en France. On avait préservé des espaces, des écoles, et il y avait une école à côté. Voilà. Et tout ça m'a interpellée, et je me suis dit, est-ce qu'il existe est-ce qu'il y a une obligation réelle d'encadrer, par exemple, des projets immobiliers sur des terres défrichées d'usines industrielles? Est-ce qu'on peut faire appel rapidement à un groupe d'experts qui pourrait donner un avis éclairé, parce que l'intérêt, c'est l'indépendance de l'avis, bien évidemment. C'est ça qui est important lorsqu'on veut accéder à un intérêt collectif. Et c'est pour ça que je me permets vraiment d'applaudir des deux mains lorsque j'ai vu dans ce PNSE apparaître cette notion d'exposome. Cette notion d'exposome est essentielle, et je vous regarde vraiment pour vous dire merci, parce que lorsque j'allais taper aux portes, on me parlait de plombémie. Oui, on peut faire des études de plombémie, mais il ne s'agissait pas de plomb, il s'agissait de voir comment une population exposée à tous les âges de la vie, dans un terrain qui était reconnu, pollué, polluant, puisqu'il y avait jusqu'à encore il y a quelques années, ça a disparu, des affiches comme quoi il était interdit de se baigner dans les plages à côté de ce terrain. Donc tout ça amène à avoir une réflexion mutualisée, longitudinale, et là aussi je crois que si du côté des citoyens ils font preuve de résistance, du côté des élus il va falloir du courage de faire venir à la table un invité qui s'appelle santé-environnement et dédramatiser la problématique. Une vie n'est pas automatiquement de la promotion immobilière, je donne cet exemple, mais il va falloir donc intégrer à la table santé-environnement et aussi donner un peu de sens aussi à la recherche et à l'enseignement dans ce domaine-là, et notamment aussi pour la formation des élus, je crois que c'est important. Donc le principe de précaution est essentiel lorsqu'on fait un travail d'élu.
Ce principe de précaution nécessairement doit s'appuyer sur des experts. Et en effet, dans l'introduction, vous me parliez de présenter un projet. Donc voilà, lorsqu'on a 2 casquettes, on peut aussi utiliser ces 2 casquettes. Et dans ce rôle de mes 2 casquettes, puisque je n'ai pas de délégation et que ce n'est pas ma nature d'être là, je suis plutôt quelqu'un qui produit des éléments qui peuvent servir à la collectivité. Je suis allée voir certains de mes collègues et qui avaient une démarche en parallèle de pouvoir organiser les choses autour des questions de santé-environnement. Et j'ai 3 diapositives, si vous voulez, je vais vous les présenter pour vous présenter un petit peu ce que... Actuellement, mes collègues, le professeur Bretel et le professeur Perrin, sont en train de présenter en même temps que je vous parle. Il est 12h15. Dans un quart d'heure, elles font la présentation du projet que je vais vous présenter très rapidement pour avoir un label Amidex pour permettre à l'ensemble des chercheurs qui ont décidé d'unir leurs forces dans le domaine de la santé-environnement, notamment dans la reproduction, femmes enceintes et périnatalité, permettre d'apporter une expertise aux collectivités territoriales. Alors, si vous voulez bien me passer la première diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Alors, actuellement, il y a des appels à financer des départements hospitalo-universitaires, donc ça s'inscrit dans cette démarche, et comme je vous suis en train de vous le dire, dans un quart d'heure, le professeur Bretel présentera sur un jury européen ce projet que j'ai aussi l'honneur de vous présenter en même temps. Ce département hospitalo-universitaire, on l'a appelé CRÉer, pour couple, reproduction, enfants, environnement et risques. Et vous voyez qu'il associe l'ensemble des compétences en termes de recherche, mais pas uniquement. Je vous remercie de passer la prochaine diapo. L'idée, bien évidemment, puisqu'on a dans mon domaine de compétences, je suis allée chercher bien sûr les acteurs avec lesquels on travaille, c'est bien sûr s'intéresser à une partie de cette fenêtre de vulnérabilité, donc l'infertilité. Je rappelle que 15% des couples sont infertiles, également les complications des grossesses qui touchent 20% des grossesses, et également s'intéresser à la femme et l'homme dans sa problématique de cancer et bien évidemment s'approprier aussi le devenir de ces enfants une fois présents et à l'âge adulte. Donc réellement rayonner sur cette question autour de la question santé-environnement. S'il vous plaît, la prochaine. Oui, vous pouvez passer, voilà. L'idée, allez-y s'il vous plaît, voilà. L'idée, rapidement, c'est bien évidemment de pouvoir regrouper dans un même département des chercheurs qui s'intéressent aux plantes, qui s'intéressent aux animaux, des chercheurs qui travaillent sur le développement aussi embryologique chez l'animal, mais y associer aussi, et c'est le work package, le groupe de travail que je vais animer moi-même, c'est aussi voir comment on peut, à travers ces recherches sur la plante, sur l'animal, comment arriver à déterminer de nouveaux biomarqueurs, ces biomarqueurs non invasifs, qu'il faut le dire au niveau, là on est au niveau du génome, et le génome, on sait très bien que tous ces produits intéressent les mêmes gènes ancestraux. Et travailler sur la plante, l'animal ou l'homme, on sait très bien qu'on va toucher les mêmes ARN, les mêmes micro-ARN, et c'est bien de biomarqueurs non invasifs qu'il faut aujourd'hui mettre en place. Et tout ça, donc, dans l'objectif également d'y associer la problématique du cancer liée à l'environnement, notamment les cancers de la femme. Alors, on n'a pas dissocié tout ça de tout ce qui est, on l'a beaucoup entendu parler aujourd'hui, c'est la formation. La formation des plus jeunes d'entre nous, peu de médecins sont en état aujourd'hui de porter un discours santé-environnement, mais également aussi au niveau de nos élus, pourquoi pas, et pouvoir participer à la diffusion. Je vous demande de continuer, d'appuyer sur le... Voilà, de continuer à travailler en interface avec ce noyau dur. Finalement, la compétence, c'est eux qui l'ont, c'est les associations, c'est les patients, et c'est avec eux qu'il faut travailler. Et bien sûr, on a intégré les industriels, et puisqu'on a 19
industriels internationaux qui nous ont donné un label de soutien. Et tout ça, bien évidemment, et ça c'est ma petite note, hein, parce que mes collègues ne connaissaient pas le PNSE, je suis désolée. Et donc, je leur ai dit, mais attendez, les enfants au travail, là, mais il y a un PNSE, ça existe. Et je vous assure que lorsque je leur ai fait, je suis allée sur le site du gouvernement et que je leur ai montré ce qu'était le PNSE, mais ça a été l'explosion. D'ailleurs, l'explosion, c'est la première diapositive que Florence Bretel va présenter. C'est, voilà, il y a le PNSE, et nous voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter au PNSE. Je vous demande juste une dernière diapo, je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Voilà, on peut la sauter, vous avez compris la problématique, bien évidemment, c'est d'être en interface et de déboucher sur l'homme, sur l'humain, avec des consultations qui seront là orientées. Il va falloir qu'on crée un outil qui va nous permettre de pouvoir adapter notre prévention, parce qu'il s'agit bien sûr de prévention, et également de nouveaux biomarqueurs. Moi, je suis très intéressée mon laboratoire s'intéresse essentiellement à analyser l'ADN du fœtus qui circule dans le sang maternel. Donc là, il n'y a plus besoin d'aller faire des amniosynthèses pour savoir s'il y a un problème chez le fœtus. On prélève les femmes enceintes, on analyse le génome du fœtus très facilement. Et donc, on peut envisager des biobanques, et donc on a pris le soin, bien sûr, d'envisager ces études longitudinales en demandant des financements pour des biobanques. Oui, alors il y en a une dernière peut-être, et je vais... Voilà, bien évidemment, tout ça s'intègre, puisqu'il s'agit d'un projet hospitalier universitaire, d'éducation, de programme d'éducation, et je crois que là, la région, le Conseil général et bien sûr la ville de Marseille seront, à mon sens, intéressés par ce qu'on pourrait leur proposer dans ce domaine. Je vous remercie. Merci de votre présentation, madame.